Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire à destination des professionnels sur les défis d'une surélévation en copropriété. Donc, la ville de Paris a redéfini ses règles d'urbanisme fin 2024 pour répondre aux défis du logement et aux enjeux du climat. L'Agence parisienne du climat a souhaité vous proposer un webinaire pour découvrir les nouvelles dispositions du PLU, Plan local d'urbanisme bioclimatique, en matière de surélévation des copropriétés. Donc, avant de commencer, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Cet enregistrement a pour but de vous permettre de revisionner le replay sur notre chaîne YouTube et vous ne serez pas enregistré car votre caméra et votre microphone sont coupés et que vos questions posées dans l'onglet Q&R ou dans le chat ne seront pas visibles sur le replay. Donc, au niveau des présentations, je suis Cécile Vernier, chargée de mission accompagnement des copropriétés au sein de l'Agence parisienne du climat. Et je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat et également la plateforme Coach CoPro. Madame Loupignan, instructrice des autorisations d'urbanisme de la direction de l'urbanisme, va vous présenter justement les nouvelles dispositions du plan local urbanisme bioclimatique. Monsieur Souchet, architecte du patrimoine, membre de la Compagnie des architectes de copropriété, va vous présenter la surélévation du 52 rue Léon Froid à Paris 11e. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Donc, ce support de présentation vous sera transmis à l'issue du webinaire. Donc, comme je disais, votre webcam n'est pas activée, votre micro non plus. Par contre, vous pouvez dès à présent commencer à vous poser vos questions dans l'onglet Q&R questions-réponses et nous répondrons à la fin du webinaire. Je vous remercie. Donc, présentation de l'Agence parisienne du climat et de la plateforme Coach CoPro. Donc, qui sommes-nous? Qui est l'APC? L'APC est une association à mission de service public qui a été créée en 2011 pour accompagner la mise en place des plans, la mise en œuvre des plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. C'est un guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et on fait partie des espaces France Rénov'. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée de la rénovation énergétique au niveau de la ville de Paris et de l'adaptation au changement climatique. Donc, on mène tout au long de l'année de nombreuses actions en lien avec le bâti, l'énergie, l'adaptation au changement climatique, l'environnement, etc. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site abcparis.com pour trouver tout ce qu'il y a au niveau agenda et vous pourrez vous y inscrire gratuitement. Donc, la plateforme Coach CoPro. Alors, la plateforme Coach CoPro, c'est déjà un centre de ressources, coachcopro.com. Vous y trouverez de nombreux exemples de copropriétés rénovées, des fiches de sites. Donc, je vous invite également à aller voir les copropriétés qui ont été rénovées. Il y a également un annuaire des professionnels de tout professionnel sur la métropole du Grand Paris. Il y a plus de 800 professionnels affiliés aujourd'hui. Et si vous n'en faites pas partie, je vous invite en fait à revenir vers nous pour pouvoir faire partie de cet annuaire. Il y a également le Fil CoPro qui est une newsletter dédiée aux professionnels de la rénovation. Et pour vous y inscrire, vous pouvez envoyer un mail à pro.coachcopro@apc-paris.com. Cette newsletter arrive à chaque fin de mois, donc elle arrivera dans vos boîtes aux lettres le 29 octobre. Et pour vous inscrire sur l'annuaire professionnel, c'est également la même adresse mail. Il y a également des formations dédiées à la rénovation énergétique. Donc, au niveau de la plateforme, voilà, l'annuaire, vous avez l'adresse ici.
Il y a un webinaire Solution Pro que nous faisons actuellement, un webinaire par mois. Donc, vous pouvez trouver ces différents webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc, en replay, les anciens webinaires, celui-ci et également les prochains seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, au niveau des intervenants, donc, comme je disais, Madame Loupignan va nous présenter les nouvelles dispositions du PLU bioclimatique et Monsieur Souchet va nous présenter la surélévation du 52 rue Léon Fro dans le 11e. Donc, je laisse Madame Loupignon présenter les nouvelles dispositions du PLU bioclimatique. Merci. Merci. Donc en effet, je suis Laura Loupignan, je suis instructrice du 10e arrondissement au sein du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l'urbanisme. Et donc je vais vous présenter les nouvelles dispositions de ce PLU dans le cadre des projets de surélévation pour la création d'habitations. Donc ces nouvelles dispositions, elles font partie du plan local d'urbanisme qui a été adopté en Conseil de Paris au mois de novembre 2024 et c'est le texte de référence depuis cette date. Les principaux objectifs de ce nouveau PLU sont de permettre de se loger à Paris en favorisant la création de locaux d'habitation et d'adapter Paris au changement climatique en privilégiant la rénovation et la transformation des bâtiments existants dans une logique de sobriété énergétique. Donc la surélévation, c'est en effet une solution qui va permettre de créer de l'habitation supplémentaire en transformant les bâtiments existants. Je vais me limiter aux nouvelles règles générales. Il faut savoir qu'il y en a d'autres règles générales dont je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui et qu'il y a un certain nombre de règles particulières. Donc il est vraiment important de prendre connaissance de l'ensemble des documents du PLU avant de se lancer dans un projet. Le dossier du PLU se compose donc d'un dossier de présentation, d'un projet d'aménagement et de développement durable, d'orientation d'aménagement de programmation thématique. Donc ça va reprendre notamment tous les grands principes du PLU auxquels donc tout projet doit être compatible pour pouvoir être autorisé. Vous avez ensuite les orientations d'aménagement programmatique sectoriel, le règlement écrit, pardon, les documents graphiques, donc les cartes thématiques et les plans détaillés, ainsi que l'ensemble des annexes. À noter que vous avez toujours à la fin du règlement écrit les figures qui permettent d'illustrer certaines règles pour mieux les comprendre. Donc quelques définitions d'abord pour commencer. Le PLU distingue donc plusieurs types d'interventions sur les constructions existantes. Vous avez tout d'abord la réhabilitation, qui sont des travaux visant à rénover ou à modifier une construction existante, donc sous réserve que ça ne relève pas d'une restructuration lourde ou d'une reconstruction. Ça veut dire qu'en fait, vous allez intervenir sur moins de 15% de la structure du bâtiment. C'est vraiment l'intervention la plus minime, entre guillemets. Vous avez ensuite la restructuration lourde qui va correspondre à des travaux de rénovation sur les constructions existantes aussi. Mais là, c'est les travaux qui vont dépasser un taux d'intervention sur la structure de 15% jusqu'à 50%. Une fois que vous basculez au-delà des 50%, on va considérer que c'est de la reconstruction. Et vous avez donc la surélévation qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est un agrandissement vertical d'une construction existante qui ne modifie pas son emprise au sol, contrairement à une extension qui va être un agrandissement horizontal. Donc vous avez aussi l'extension et les épaississements. On peut passer aux notions suivantes. Donc pour bien comprendre les règles, il est important de comprendre ces deux notions-là. Donc la bande de constructibilité principale, qui est une bande de 18 mètres de profondeur par rapport à l'alignement, dans laquelle les règles, notamment de hauteur, vont être plus favorables que sur le reste d'une parcelle. Et les surfaces de nivellement de l'îlot, qui vont être les plans de référence desquels on va faire démarrer les gabarits. Donc il est important de bien déterminer sa surface de nivellement de l'îlot, qui sont en fonction donc, des cotes altimétriques qui sont pris sur les voies. C'est vraiment à l'échelle de l'îlot. Sur une parcelle, il peut y avoir différents plans de nivellement. Donc, il est important de bien distinguer ces plateaux-là au départ du projet. À noter que ce PLU abandonne le référentiel nivellement ville de Paris qui existait auparavant.
on repasse en nivellement général de France, donc le référentiel NGF. Il y a une petite exception pour le secteur de Montmartre où on conserve encore les NVP, mais sinon on passe l'ensemble en NGF. Donc je vais vous parler dans un premier temps des règles de surélévation, donc notamment de hauteur et les règles qui sont relatives aux performances environnementales. On fera un petit point sur le rapport à l'existant et à la fin un petit point sur les procédures administratives et les ressources qui sont proposées par la direction de l'urbanisme. Donc, les surélévations, elles sont contraintes dans un premier temps par des règles volumétriques qui sont détaillées dans l'article 3 du PLU. Vous avez tout d'abord les règles d'implantation, donc par rapport à l'alignement, aux limites séparatives et entre deux façades sur un même terrain. Je ne vais pas les détailler ici parce que sinon ça serait trop long, mais il faut garder à l'esprit que ces règles existent et qu'elles se cumulent aux règles de gabarit. Donc, quand on conçoit une surélévation, il va être notamment important d'identifier si la surélévation est en vis-à-vis de façades existantes sur le même terrain ou sur les terrains d'à côté, et de prendre en compte la qualification de ces vues, si elles sont principales ou secondaires, pour déterminer la distance minimale de retrait qui sera nécessaire. Si on aborde donc les règles de hauteur, le PLU prévoit plusieurs règles qui se cumulent encore une fois et il faudra donc être conforme à l'ensemble des règles ou à la plus défavorable en fonction de la manière dont on perçoit les choses. Donc dans un premier temps, vous avez le plan général des hauteurs qui détermine par adresse, dans la bande de constructibilité principale, la hauteur plafond, donc qui sera de 18, de 25, de 31 ou de 37 mètres. Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur en cœur d'îlot à respecter est maximum de 15 mètres. Voilà pour le plan général des hauteurs. On peut passer à la suite. Vous avez ensuite donc le plan des fuseaux de protection, donc qui protègent les vues remarquables et les grandes perspectives. Donc vous avez les fuseaux qui démarrent des monuments ou des points hauts de Paris et qui sont découpés en plateaux de hauteur avec une altimétrie chacun. Donc il ne faut pas dépasser cette altimétrie si le fuseau passe sur la parcelle du projet. On peut passer ensuite donc au gabarit enveloppe. Donc le PLU détermine 3 gabarits différents, un gabarit sur voie, un gabarit en limite séparative et un gabarit entre deux façades sur un même terrain si la façade comporte une vue principale. Pour le gabarit enveloppe, donc vous avez à l'écran la règle principale. Il va se composer d'une verticale d'une hauteur H qui correspond à la largeur de la voie au droit du projet, augmentée de 25% avec un maximum de 28 mètres. Et il est coiffé donc d'un couronnement, d'un arc de cercle de rayon R qui correspond à 25% de la largeur de la voie, avec un minimum de 3 mètres et un maximum de 7 mètres. Ce gabarit enveloppe, il se prend sur le plateau de nivellement qu'on a défini au début. Il se prend à la limite entre la parcelle et la voie et il s'applique sur toute la profondeur de la bande de 18 mètres. Sur certaines parcelles, la carte détaillée du PLU prévoit des filets de couleur. Donc là, on voit un extrait de la carte détaillée autour de l'église Saint-Vincent-de-Paul où vous avez des filets bleus et violets continus. Donc ces filets vont, en fonction de la couleur et du type de trait, donc si c'est un trait continu ou une hachure, en fonction du type de hachure, définir un gabarit enveloppe qui sera différent de la règle générale. Donc, par exemple, un filet violet continu, ce sera un gabarit d'une hauteur de 15 mètres pour la verticale. Et ensuite, pour le couronnement, on repassera à la règle générale avec l'arc de cercle, fonction de la largeur de la voie, comme ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vais passer assez vite sur le gabarit enveloppe en limite séparative au-delà de la bande de constructibilité principale. C'est un gabarit simple, droit, en limite séparative, qui se prend sur le plateau de nivellement et qui se limite à 15 mètres. À savoir, alors moi dans le 10e, je ne vois pas beaucoup de cas de figure où on peut l'utiliser, mais sur les terrains dont la superficie est supérieure à 4000 m², vous avez un gabarit supplémentaire qui permet de monter plus haut que les 15 mètres en fonction du retrait que vous proposez par rapport à la limite.
Vous avez ensuite donc le gabarit entre deux façades sur un même terrain lorsque l'une des façades dispose de baies principales. Donc il correspond à une verticale d'une hauteur équivalente au retrait entre les deux façades, augmenté de 4 mètres, puis d'une verticale de 1 pour 1, donc de 45 degrés. Ce gabarit s'attache au niveau du plancher comportant la baie principale la plus basse du bâtiment vis-à-vis et il se prend au nu extérieur du bâtiment objet du projet. Euh, Ce gabarit doit fonctionner dans les deux sens si les deux façades ont des baies principales. Donc, par exemple, pour un projet de surélévation, si un bâtiment en vis-à-vis avec une baie principale à rez-de-chaussée, ce bâtiment d'en face, il peut contraindre fortement les possibilités de surélévation du bâtiment qui lui fait face. Donc, il faut vérifier assez tôt ce point-là. On peut passer à la suite. Donc, on en arrive à la nouveauté du PLU bioclimatique en termes de hauteur. Il s'agit de l'article 333 qui permet donc de bénéficier d'un gabarit enveloppe sur voie d'une hauteur plus importante que la règle générale. Donc, il y a plusieurs conditions pour bénéficier de cet article. La construction existante surélevée doit être existante donc au 1er janvier 2025. La surélévation devra être exclusivement destinée à de l'habitation. La voie devra faire 12 mètres de large minimum au droit du projet et ne doit pas être bordée de filets, qu'on a vu tout à l'heure. La dernière des conditions, si la parcelle ne dispose pas des espaces libres minimum, alors il faudra améliorer la conformité aux règles d'espace libre pour disposer de ce bonus de hauteur en proposant par exemple un projet de végétalisation de la cour, si elle n'est pas déjà végétalisée. Donc ce bonus, quel est-il? On peut passer à la suite. Donc il y a 2 cas de figure différents. Soit le bâtiment existant est conforme au gabarit, à la règle générale. Dans ces cas-là, on va augmenter le couronnement, du gabarit enveloppe de 3 mètres. Donc ça ne sera plus un arc de cercle entre 3 et 7 mètres, mais entre 6 et 10 mètres. Et deuxième cas de figure, si le bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur, c'est la slide suivante, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 3 mètres au-dessus, donc soit du faîtage, soit du niveau fini du dernier plancher de la construction existante, pour créer donc un seul niveau d'habitation, en retrait de 2 mètres minimum par rapport à la voie. Ce bonus-là, il s'applique uniquement dans la bande de constructibilité principale et il ne doit pas amener à dépasser le plafond des hauteurs. Le plafond des hauteurs reste limitant. Au-delà de la bande de constructibilité principale, vous avez toujours la possibilité de vous adosser à un pignon, comme c'était le cas dans le PLU précédent. Il y a des conditions à respecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour une raison de temps. Donc bien sûr, ces règles de hauteur déterminent un volume théorique maximum. Il n'est pas là pour définir la forme architecturale. Une surélévation, elle doit s'insérer de manière satisfaisante dans la séquence urbaine en tenant compte des hauteurs des constructions voisines. À noter quand même que tout projet peut être refusé si la hauteur ou la volumétrie a pour effet de porter gravement atteinte à l'habitabilité des constructions voisines. Donc il va être important d'appréhender assez tôt l'environnement de la parcelle pour vérifier s'il n'y a pas des façades qui donneraient sur le projet et prendre en compte les potentielles nuisances en termes d'habitabilité que pourrait générer une surélévation en termes d'ombre projetée, en termes d'accès au soleil, etc. Dans le dossier de demande d'urbanisme, ce point-là, il faudra absolument qu'il soit justifié en argumentant sur les distances qui sont ménagées, sur les hauteurs qui sont ménagées, sur les qualifications des vues. Est-ce que c'est des vues principales? Est-ce que c'est des vues secondaires? Et cetera, et cetera. Et ça, c'est pas uniquement pour les façades qui sont sur, le terrain du projet, c'est vraiment pour les façades qui donnent sur la parcelle. C'est pour se prémunir de potentiels recours aussi. Donc là, j'ai abordé des règles principales. Il y a des règles spécifiques par parcelle, donc il faut vraiment aller vérifier l'ensemble des pièces graphiques du PLU pour vérifier les règles à la parcelle.
On va passer aux différentes attentes en termes de performance environnementale. Donc, un des grands principes du PLU bioclimatique, c'est de favoriser la végétalisation, donc sur les espaces libres d'une part et sur les constructions d'autre part. Donc, il instaure un indice de végétalisation du bâti en fonction du type d'intervention et en fonction du secteur dans lequel on se trouve. Donc, sur une des cartes thématiques, le PLU instaure un secteur de renforcement du végétal. Donc, dans ce secteur, pour les surélévations, on va attendre un indice de 2,5 minimum et hors du secteur, un indice de 1,5. Cet indice de végétalisation du bâti, il correspond à la somme des surfaces végétalisées pondérées en fonction notamment de l'épaisseur de terre proposée et le tout est rapporté à l'emprise de la surélévation. Et non pas de l'emprise du projet ou du bâtiment. On prend uniquement l'emprise surélevée. Hem, donc on peut passer à la suite. Ouais, super. Donc à savoir que le texte du PLU prévoit la possibilité d'avoir un indice de végétalisation un peu plus faible. Par exemple, quand il y a des problématiques d'insertion architecturale, on peut avoir des difficultés à insérer de manière satisfaisante, pardon, une toiture, terrasse végétalisée dans une séquence, plutôt faubourienne ou plutôt haussmannienne. Donc dans ce cas, il est possible d'avoir un indice un peu plus faible, ce qui ne veut pas dire un indice à 0. Il est toujours possible de proposer des solutions de micro-végétalisation à l'aide de jardinières sur les terrasses, à l'aide de jardinières sur les balcons, aux menuiseries ou encore de proposer des murs végétalisés. Dans certains cas de figure, il peut y avoir des impossibilités techniques, notamment, pour les surélévations. Dans ces cas-là, c'est pareil, on demande à justifier l'impossibilité technique et de proposer quand même des solutions de micro-végétalisation. On peut passer à la suite. Donc, dans les performances environnementales attendues, il est demandé de s'appuyer sur les grands principes bioclimatiques et notamment de veiller donc au confort d'été en proposant des baies ouvrantes et des protections solaires extérieures, de faciliter la ventilation naturelle en privilégiant des hauteurs sous plafond généreuses autour de 2,70 m, d'intégrer au moins un dispositif permettant de récupérer de l'énergie ou de produire de l'énergie renouvelable. Donc là, on va penser aux panneaux solaires, à la géothermie, aux pompes à chaleur, la récupération d'énergie sur les eaux grises. On peut penser aussi au raccordement au réseau de chaleur urbain. Et on demande à privilégier les matériaux de réemploi, recyclés, renouvelables, recyclables, biosourcés ou géosourcés. Le confort d'essai doit toujours, être recherché de manière passive, donc il est vivement déconseillé d'opter pour des systèmes de climatisation et de manière générale, il est demandé de privilégier les systèmes collectifs qui permettent de réduire les dépenses énergétiques. En termes d'objectifs chiffrés, pour les projets qui sont soumis à la RE 2020, le PLU demande de surperformer sur plusieurs aspects, donc sur le BBio, sur l'indice d'inconfort estival, sur les consommations en énergie primaire non renouvelable et sur un indicateur d'impact, sur le changement climatique. On ne peut que conseiller de prendre, ces éléments en compte assez trop tôt dans les faisabilités pour éviter de les subir par la suite. En complément et donc pour finir, sur les attentes environnementales, les surélévations, qui sont soumises à la RE 2020 et dont la surface de plancher dépasse 150 m², on peut passer à la slide suivante. Donc ces surélévations-là, elles seront soumises à l'article 8 qui traite des externalités positives. Elles devront, respecter au moins un des critères de performance. Donc cet article 8 propose 9 critères de performance dans 3 thématiques différentes. Tous ces critères reprennent des notions du PLU, qui ont déjà été traitées et demandent une surperformance supplémentaire. À noter que, tout projet a le choix du critère. Vous pouvez, choisir un critère de 1 à 9. Donc on va maintenant passer au rapport entre, donc l'existant et la surélévation. Donc tout projet de surélévation nécessite une bonne connaissance du bâtiment existant,
que ça soit donc ses qualités architecturales en identifiant la période de construction, ses principaux composants d'architecture à valeur patrimoniale, ses qualités techniques en identifiant les éventuels besoins en rénovation sanitaire ou énergétique, et ses qualités structurelles en réalisant un diagnostic technique qui permettra de statuer sur les interventions nécessaires sur la structure et qui permettra aussi de déterminer si le projet sera une surélévation associée à une réhabilitation ou à une restructuration lourde du bâtiment existant. Dans ces cas-là, il faudra appliquer les règles de la surélévation sur la partie surélevée et les règles de la réhabilitation et de la restructuration lourde sur la partie existante. Concernant l'aspect patrimonial, donc je rappelle que la conservation, la transformation ou la mise en valeur des constructions doit être privilégiée à la démolition-reconstruction. Donc il va être assez tôt important de se poser la question de la valeur patrimoniale en proposant par exemple un petit historique du bâtiment. Une surélévation, ça signifie forcément la dépose de la toiture, donc identifier si cette toiture, elle a un intérêt patrimonial particulier, si elle est, en fait pas authentique parce que ce bâtiment a déjà été surélevé. Ça, c'est des éléments qui peuvent permettre de justifier la démolition de la charpente. De toute façon, toute démolition est à justifier dorénavant. Paris est une ville à fort enjeu patrimonial, donc il est important de trouver toujours un juste milieu entre conservation du patrimoine et transformation de l'existant. Donc sur l'aspect patrimonial, le projet, on peut passer à la slide suivante, sera examiné donc par l'architecte des bâtiments de France, tout projet de surélévation qui se situerait donc soit dans un site inscrit ou classé, soit dans un périmètre de 500 mètres d'un monument historique inscrit ou classé, soit dans un site patrimonial remarquable. Vous avez à l'écran une carte où vous avez en jaune les sites inscrits, enfin le site inscrit et les sites classés, et vous avez en rose les périmètres de 500 mètres autour des monuments historiques. Donc finalement, il n'y a que les projets dans la partie blanche qui ne seront pas soumis à l'architecte des bâtiments de France. Pendant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, l'avis de l'ABF est très important, surtout s'il rend un avis conforme. L'avis de l'ABF est conforme quand il y a des démolitions dans un site inscrit ou classé et quand le projet est en covisibilité d'un monument historique. Donc dans un périmètre de 500 mètres. Donc la covisibilité, c'est si on voit depuis le projet le monument, si depuis le monument on voit le projet, ou si dans Paris quelque part on voit le projet et le monument. Donc lorsque l'avis de l'ABF est conforme et qu'il émet des prescriptions, nous aurons à la ville l'obligation de reprendre ces prescriptions. Il faudra absolument les respecter. Si l'ABF rend un avis défavorable conforme, dans ces cas-là, la demande d'urbanisme sera forcément refusée. Et dans les autres cas, l'avis de l'ABF est consultatif, donc il est pris en compte par la direction de l'urbanisme quand on donnera la décision sur la demande de DP ou de permis. À noter que l'aspect patrimonial des projets est également examiné par le département d'histoire de l'architecture et de l'archéologie préventive de la direction des affaires culturelles lorsque le projet comporte des démolitions en site inscrit. Donc dans la partie jaune de la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est ce département qui soumet les projets à fort enjeu patrimoniaux à l'examen de la commission du Vieux-Paris. Donc une surélévation réussie, c'est une surélévation qui s'insère de manière satisfaisante dans le paysage urbain, donc il va falloir prendre en compte la configuration du terrain, les caractéristiques de la façade existante et les caractéristiques morphologiques de la séquence urbaine. Une bonne insertion architecturale, c'est pas une option, c'est une condition pour obtenir une autorisation d'urbanisme et ça fait l'objet de l'article 2 du PLU. Donc, un projet mal inséré peut être refusé lors de l'instruction de la demande d'urbanisme. Cet article 2, il est découpé en plusieurs parties. Donc, il reprend la logique des 3 registres architecturaux classiques, donc le soubassement, la façade courante et le couronnement. On peut passer à la slide suivante. Donc sur la façade courante, s'il y a des travaux, par exemple de rénovation énergétique
ou de ravalement. On demande à ce que ça améliore l'aspect extérieur et l'état sanitaire des constructions, évidemment. Les matériaux, les techniques choisies doivent être compatibles avec la façade. Donc ça, c'est notamment de veiller à la compatibilité entre la structure de la façade, l'isolant choisi et le mode de pose pour éviter tout désordre à venir. Il faudra prendre en compte la nature, la teinte des enduits et des peintures existantes, le dessin de la façade, de ces mots des natures, le dessin et les proportions des menuiseries, des balcons, des volets, des persiennes s'il en existe, etc., etc. Tous les éléments d'architecture qui font ce bâtiment, il faudra les prendre en compte, les maintenir ou les restituer. Donc je vous parlais tout à l'heure des performances environnementales à respecter sur les surélévations. Il y a aussi des performances à, respecter sur l'existant dans le cadre des rénovations. Donc il faut bien prendre connaissance de l'UG5, qui traite, du coup de ces performances-là. Qui dit surélévation dit traitement du couronnement. Donc, une nouvelle fois, il est important de prendre en compte les caractéristiques du bâtiment existant, notamment de son volume et de sa façade courante. Une surélévation, ça vient véritablement donner un nouveau couronnement à un bâtiment et il faut vraiment le percevoir comme ça. On voit des fois des projets de surélévation partielle qui touchent une toute petite partie d'un bâtiment, sans prendre en compte le volume global, le type de toiture et c'est des projets qui ont du mal à aboutir en général. Il faut éviter aussi l'hybridation des styles d'architecture, donc si c'est des toitures à 2 pans, hem, traiter une surélévation qui soit respectueuse de cette toiture-là. Ça peut être de la déposer complètement, de la réinterpréter, mais il faut vraiment prendre en compte, l'existant et il faut donner un couronnement à ce bâtiment, à cette surélévation qui soit cohérent, qui soit lisible à l'échelle de tout le bâtiment. Le PLU indique d'ailleurs qu'il faut chercher à améliorer la volumétrie du couronnement et non pas à venir la complexifier. Donc je vous propose ensuite 3 petits exemples. Donc là, vous avez, sur la slide d'avant, merci, une surélévation, dans le 18e arrondissement d'un bâtiment des années 60. C'est une surélévation de 2 niveaux avec un seul niveau qui est visible depuis la rue. Donc un nouvel étage, courant qui reprend, le rythme des percements, pardon, de l'étage inférieur et qui propose un balcon filant. C'est une toiture, terrasse végétalisée au-dessus. Dans l'exemple suivant, vous avez une surélévation dans le 9e arrondissement en cœur d'îlot. Pour le coup, une surélévation toute en bois de 4 étages, qui vient vraiment se lover entre les 2 bâtiments, faubouriens, hem et qui reprend encore une fois un système de coursives, heu, qui vient, proposer des terrasses pour tous les logements. Sur le dernier exemple, vous avez un autre projet encore une fois dans le 18e arrondissement. Là, c'est une petite surélévation d'un bâtiment faubourien qui propose donc un retrait, et une nouvelle toiture à 2 pans en zinc. Hem, on a un garde-corps assez travaillé qui vient, du coup marquer, le retrait et la distinction entre, le bâtiment existant et l'étage courant. Et une nouvelle fois, c'est menuiseries qui reprennent, du coup les proportions, le dessin et le rythme des étages inférieurs. Alors dans les protections du PLU, les protections patrimoniales du PLU, vous avez les bâtiments protégés, donc ils sont protégés, pour leur qualité architecturale, que ça soit, à l'échelle du bâtiment, de l'îlot, du quartier ou de la ville. Ces bâtiments, on les appelle aussi PVP pour Protection Ville de Paris. Ils sont repérés donc sur la carte détaillée par la hachure grise et vous avez ensuite dans les annexes la motivation de la protection. Donc là, je vous ai mis par exemple, un exemple, dans le 10e arrondissement au 180 rue Saint-Maur. Donc une petite maison ancienne qui est protégée et la motivation précise bien la composition du bâtiment, le nombre d'étages, le traitement du couronnement avec des combles à 2 pans, une lucarne et cetera et cetera. Ce que demande le PLU, alors il y a toujours possibilité de travailler sur des bâtiments protégés, mais ce qu'on demande, c'est de, conserver, l'intérêt de la protection. Donc
quand la motivation de la protection est aussi détaillée sur la composition du bâtiment, une surélévation peut être compliquée. Euh, Il y a un certain nombre de bâtiments protégés au PLU, donc il ne faut pas hésiter à venir discuter avec la direction de l'urbanisme ou avec le département de l'histoire de l'architecture qui pilote ces protections pour bien vérifier l'opportunité de projet sur des bâtiments protégés. Vous avez sur la slide suivante une autre protection du PLU sur les volumétries à conserver. Donc c'est la même hachure, mais cette fois elle est rouge sur la carte détaillée du PLU. Là, l'intérêt, c'est vraiment de conserver la volumétrie dans ses caractéristiques générales. Donc c'est pareil, par déduction, c'est des parcelles sur lesquelles on va avoir du mal à imaginer une surélévation. Pour terminer sur l'existant, sur la slide suivante, donc je vous parlais tout à l'heure des caractéristiques structurelles des bâtiments existants qu'il faut prendre en compte. Donc on pense tout de suite à la capacité portante du bâtiment existant quand on se lance dans une surélévation. Donc là, vous avez la carte des secteurs de risque du PLU qui distingue deux zones principales. Donc sur l'état des sous-sols, donc la zone d'ancienne carrière souterraine qui concerne une grande partie du territoire parisien, et vous avez aussi la zone de poche de dissolution du gypse, qui concerne surtout la partie nord de Paris. Donc, quand on fait une opération de surélévation qui va nécessairement intervenir sur les structures, pendant l'instruction de l'autorisation, on va saisir l'inspection générale des carrières, qui est un service de la ville qui va permettre de venir vérifier et appréhender les risques dans ces secteurs quand on vient surélever et quand on vient créer de la surface. Donc une étude de sol peut être demandée dans le cadre de l'instruction pour vérifier ces aspects-là. Alors ils ne sont pas là pour vérifier la capacité portante de la structure, ils sont vraiment là pour appréhender les risques liés à l'état des sous-sols. Ils rendent un avis, comme tous les services consultés, et ils peuvent émettre des prescriptions techniques de renfort des structures, de comblement des poches ou carrément de venir prescrire des types de fondations qu'il faudra absolument mettre en œuvre. Ce sera une obligation, une fois que vous aurez l'autorisation de construire. Pour terminer, un petit point très rapide sur, donc la procédure administrative. Pour les surélévations, vous allez nécessairement avoir besoin d'une autorisation d'urbanisme. Donc ça pourra se traduire par, soit une déclaration préalable associée à un permis de démolir. Donc en général, le cas général à Paris, ça sera pour les surélévations de moins de 20 mètres carrés. Et vous allez basculer très rapidement en permis de construire pour les surélévations qui dépasseront la création de 20 mètres carrés, de plus de 20 mètres carrés de SDP. Et en permis de construire, donc vous aurez l'obligation d'avoir recours à un architecte inscrit à l'ordre des architectes si le bâtiment fait 150 mètres carrés ou que la surélévation l'amène à dépasser les 150 mètres carrés. En général, c'est le cas à Paris, partout. Et pour terminer, donc sur la dernière slide, vous avez les ressources qui sont proposées par la direction de l'urbanisme. Donc vous avez le site internet et la carte interactive du PLU sur laquelle vous pouvez naviguer dans les différentes cartes thématiques. Vous avez la possibilité, juste en dessous de la carte, une fois que vous avez rentré l'adresse, de télécharger la notice de renseignement d'urbanisme. Vous aurez donc tous les secteurs qui sont concernés, oui, qui s'appliquent à la parcelle. Vous avez la possibilité sur le site de la mairie de Paris de télécharger le guide des règles environnementales du PLU, donc qui donne des exemples et qui clarifie des fois ce qui est obligatoire, ce qui est à privilégier en fonction de telle ou telle intervention. Vous avez la possibilité sur le site de la mairie de Paris de prendre rendez-vous avec l'instructeur en charge de l'arrondissement du projet, donc soit en visio, soit en présentiel à la direction de l'urbanisme dans le 13e. Il est vraiment important que vous preniez rendez-vous dans l'arrondissement du projet. On a des connaissances assez locales dans nos arrondissements, donc c'est vraiment important que vous preniez rendez-vous dans l'arrondissement où se situe le projet.
Et vous avez ensuite la possibilité de télécharger des fiches d'aide à la conception et à la constitution du dossier. Donc, il y en a une pour les ravalements simples, vous en avez une pour les ITE, une pour les données environnementales et une pour les externalités positives. Il me semble que les deux dernières ne sont pas encore en ligne, mais elles le seront bientôt et les instructeurs peuvent vous les envoyer par mail. C'est des fiches qui sont très utiles parce que vous avez un peu toutes les données dont on va avoir besoin pour instruire au regard du PLU bioclimatique. Et donc, si elles ne sont pas dans le dossier initial, de toute façon, on finira à un moment par vous les demander. Voilà, j'espère que c'était pas trop rapide et que c'était assez complet. Et je vous remercie et je répondrai aux questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Loupignan. Euh, je laisse la parole à Monsieur Souchet, qui va présenter le 52 rue Léon Fron. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Euh, pour passer les slides, est-ce que je clique dessus ou c'est vous qui les passez? Je vais les passer. Ok, ça marche. Donc oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Souchet, je suis architecte et donc je vais vous présenter un projet de surélévation qui est réalisé au 52 rue Léon Fro. Donc ce projet, c'est l'occasion de réfléchir à la manière dont on peut intervenir sur la ville existante, sur la question de la densité et sur la capacité d'un édifice à se transformer dans le temps. Et ce projet s'inscrit dans une réflexion plus large sur la transformation du patrimoine architectural parisien. Et ici, donc, vous voyez un ensemble de dessins en axonométrie qui représentent des projets d'architecture sur lesquels je travaille. Donc parfois, il s'agit d'un diagnostic ou d'une analyse technique, parfois d'une restauration, parfois d'une intervention plus conséquente. Mais toutes ces opérations relèvent d'une même démarche, intervenir avec le même soin, qu'il s'agisse d'un monument historique ou d'une architecture plus modeste. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples assez rapidement avant de passer à la surélévation. Donc, là, par exemple, c'est au 4 rue Rollin dans le 5e arrondissement à Paris, où j'ai mené un diagnostic qui s'apparente à une véritable enquête. Donc, on a une enquête historique d'abord. Quand on étudie un bâtiment, on consulte les archives, on analyse les modes constructifs, on fait un relevé manuel précis, une enquête architecturale et technique, mais aussi une enquête liée aux usages nourrie par la parole des habitants, des artisans. Et donc cette approche plurielle, rigoureuse et sensible permet de lier l'épaisseur du bâtiment, donc comprendre les transformations successives, les usages, les désordres et de révéler les potentialités. Donc ça, c'est un exemple au 17 rue du Faubourg Saint-Denis. Donc il y a un diagnostic technique global a également été réalisé, donc un DTG, centré cette fois sur l'amélioration thermique et le confort d'été. Donc les réponses ont été adaptées à la spécificité du bâti ancien, notamment à la mise en œuvre d'un enduit correcteur thermique chaud-chanvre sur les façades cours, et puis les dispositifs de protection solaire qui ont été reconstitués. Ici, on a des contrevents persiennés à lamelles de bois en cohérence avec l'enveloppe existante. Ici, donc c'est au 60 rue Quincampoix. Donc là, c'est particulier parce qu'il s'agissait d'une intervention sur un monument historique, donc qui portait sur la reconstitution d'une porte cochère du XVIIIe siècle et la restauration des parties communes de l'immeuble. Et intervenir sur un tel édifice ça implique une exigence particulière, justesse des proportions, rigueur des assemblages, identification des traces de l'histoire, et un véritable dialogue avec l'artisan menuisier, en l'occurrence c'est noué, pour reconstituer une porte authentique, respectueuse des usages contemporains, tout en réintégrant les assemblages traditionnels d'une porte à grands panneaux en chêne. Ensuite, la 67 rue du Cardinal Lemoine, donc ça présente une autre facette du travail de restauration. Là, c'est un ravalement sur cour en site occupé sur une façade en pan de bois. Donc, l'ensemble des structures bois fait l'objet d'un relevé détaillé, donc préalable indispensable à toute intervention. Et le chantier, donc mené dans un contexte d'habitation permanente, a nécessité une organisation fine et une écoute constante. Et les enduits ont été repris selon des techniques traditionnelles, mortier plâtré chaud, finition coupé fin à la Berthollet. L'objectif était double, restituer la cohérence constructive et assurer la pérennité du bâtiment. Et donc ensuite, là, on a une image du projet de surélévation.
au 52 rue Léon Fro. Donc cette surélévation est conjuguée de deux gestes, à la fois la réhabilitation de l'immeuble existant, qui est donc rez-de-chaussée et premier étage, et la surélévation par deux niveaux supplémentaires. Et l'ensemble de la surélévation donc, repose sur une structure indépendante. Il y a plusieurs enjeux à ce projet. Il y a un enjeu patrimonial, un enjeu structurel et un enjeu aussi environnemental. Donc le projet se situe rue Léon Fro. On est parallèle au boulevard Voltaire, près du métro Charonne. Et on est donc dans le 11e arrondissement, sur un site assez particulier puisque on se situe sur les quartiers des Faubourgs, qui est un petit peu à la lisière de la ville ancienne, avec un bâti plutôt hétérogène. Donc on voit ici une vue aérienne qui date de 2017. La parcelle est constituée de deux bâtiments. Donc le bâtiment sur rue, deux niveaux, donc rez-de-chaussée premier niveau, et un bâtiment sur cour qui a déjà d'ailleurs fait l'objet d'une surélévation il y a une quinzaine d'années maintenant, qu'on voit en zinc qui couronne le bâtiment arrière. Donc ce projet, il s'est fait en 3 temps. Il y a le bâtiment dont on a hérité, à gauche en 2017, qui est un bâtiment, on voit, qui n'a pas une valeur patrimoniale particulièrement forte. En fait, c'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle, entre deux guerres, plutôt avec des matériaux assez pauvres dans leur mise en œuvre. Ce sont des moellons, de pierre, de la maçonnerie, et ça a été beaucoup reconfiguré au travers des époques. On a un premier temps, l'image au milieu, où on a fait toute une consolidation préalable au projet. Je vous montrerai plus précisément après, mais on est venu faire une structure à l'intérieur même du bâtiment pour pouvoir, dans un temps ultérieur, faire la surélévation. Donc là, on a le plan masse existant. On voit les deux bâtiments au sein de la parcelle qui sont séparés par une cour. Euh, L'objet du projet, c'est plutôt, on se porte sur le premier bâtiment, qui est sur rue. Et là, on a le plan masse du projet. On conserve l'emprise du bâtiment existant et on reconfigure en fait le bâti via un accès particulier qu'on crée au sein de la parcelle. On voit avec les deux escaliers, celui à volée droite et colimaçon au centre, qui va mener vers une cour d'accès, qui va créer un espace tampon entre les deux bâtiments, puisqu'on va reconfigurer en fait la cour dans ce cadre-là. Et ensuite, on a le bâtiment surélevé qui conserve du coup une toiture à deux pans comme le bâtiment originel. Donc là, on a une coupe existante avec le gabarit enveloppe. Comme il a été expliqué lors de la présentation précédente, on a un gabarit enveloppe qui est déterminé par deux lignes, on va dire. Une qui est donc côté rue Léon Fro, qui permettrait une hauteur assez importante, puisqu'on a une rue qui fait plus de 12 mètres de large, et un prospect côté court qui, lui, est contraint par la proximité avec le bâtiment arrière. Et donc le projet s'inscrit en fait dans ce gabarit enveloppe. C'était intéressant dans la présentation précédente quand il était évoqué le fait que le gabarit enveloppe ne fait pas forme architecturale. En fait, le gabarit enveloppe est un contour limitant, mais la forme architecturale au sein de ce gabarit, elle est tout à fait indépendante, comme on le voit ici, où on a recréé en fait une toiture à deux pans. Et c'était assez particulier en fait dans la conception du projet parce qu'il aurait été possible de faire 3 étages, euh, plutôt avec des hauteurs courantes, on va dire avec 2,50 m sous plafond. Mais ici, dans un esprit de reprendre en fait la typologie du bâtiment existant, qui était comme une maison avec des grandes hauteurs, on a fait un choix particulier qui est de dire on remplit donc la hauteur maximum du gabarit, mais on fait deux hauteurs très importantes.
Donc, comme je disais, donc il y a trois défis que j'ai représentés voilà, par ces trois schémas. Donc, c'est un peu les trois parties de ma présentation voilà, que je vais tenter d'approfondir. Donc, en premier lieu, le défi patrimonial. Donc, le défi patrimonial, c'est avant, donc c'est plusieurs aspects. C'est bien sûr l'insertion dans son environnement, la continuité historique, mais aussi le respect du bâtiment existant. Et là, on est dans une situation particulière du fait que le bâtiment existant n'a pas un caractère particulièrement marqué. Donc, il a fallu trouver une on va dire des astuces pour prolonger ce bâtiment tout en le valorisant. Et aussi, on a un effet qui est particulièrement, enfin, qui est particulier à cette parcelle, qui est que on n'est pas dans une logique de couronnement d'un bâtiment qui existe, on est plutôt dans une logique euh, de, de prolongement, en fait, dans le sens où finalement la surélévation, c'est le même nombre de niveaux que le bâtiment existant. Donc il y a quelque chose de très complexe en fait à mettre en place. Donc pour réfléchir à l'aspect patrimonial, j'ai constitué un atlas cartographique. Donc je vais vous présenter un certain nombre de cartes donc particulières. Donc là, on a une carte, donc il y a le plan Vassereau, qui est une carte du début du 19e siècle, donc une carte de Paris, qui est un plan assez extraordinaire, puisque c'est un plan qui est relevé tous les rez-de-chaussée de Paris à l'époque. Donc on a sur ce plan la représentation des murs, des structures, de l'enveloppe, aussi de la distribution. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer la parcelle au 19e siècle avec la parcelle actuelle. Parce qu'en fait, on est sur une structure qui est sensiblement identique. Donc on voit bien que la ville s'est reconstituée aussi sur elle-même. Donc ici, on est au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est un petit peu le siècle d'une urbanisation très très importante pour la ville de Paris. On voit sur cette carte que la ville de Paris, en fait, est très très dense en son centre, mais dans ses alentours, dans les quartiers donc, dits des faubourgs, on a une densification qui est plutôt, enfin, voilà, quelque chose qui n'est pas très dense. Et le projet se situe un petit peu dans ce territoire-là, comme on le voit sur le point rouge. Et ensuite, donc au XXe siècle, là, on a, enfin, au XXe siècle, on est au tout début là, du XXe siècle, on a une carte 1900. Il y a l'urbanisation du XIXe siècle qui s'est faite de manière absolument voilà, enfin, extraordinaire. Et donc, on a aussi de nombreux territoires qui ont été investis. Et donc, ça pose aussi des questions, comme on le verra dans les cartes d'après. Voilà, notamment une carte ici qui est un plan qui est signé par un architecte qui s'appelle Raymond Lopez, donc en 1957. Et en fait, c'est un plan donc suite à une commande où il fait un petit peu un diagnostic des immeubles parisiens et donc les différentes couleurs, ça représente donc en noir et en gris des immeubles qui seraient dits bien construits et solides, et en jaune des immeubles qui seraient plutôt insalubres ou mal utilisés. Et on voit bien que voilà, ça crée une distinction forte dans la ville de Paris, où on a tout l'Est parisien qui est un petit peu ici montré du doigt comme un parcellaire qui devrait se transformer. On a aussi la question donc, des îlots insalubres qui donc, a marqué aussi l'urbanisation d'après-guerre. En fait, il y a un certain nombre d'îlots dans Paris qui présentaient voilà, encore beaucoup de problèmes, notamment d'hygiène, d'insalubrité, etc. Voilà, donc ce sont des parcelles qui sont aussi montrées sur lesquelles il y a des projets de transformation très importants. Il faut savoir que voilà, dans les années 60, on a encore très peu enfin, je crois que la moitié des logements ont un toilette, très peu de logements ont des sanitaires décents. Donc, on est dans une situation assez complexe d'un point de vue de l'habitat. Et on avait, au cours des années 50-60, voilà, l'envie de faire tabula rasa un petit peu de certains quartiers. Mais dans les années 70, un peu plus tard,
On a eu une approche plus raisonnée en conservant peut-être au maximum des bâtiments, faisant des curages ponctuels, etc. Et on voit que le projet là, se situe dans un de ces îlots insalubres, le numéro 12. Et j'ai fait aussi donc, enfin, un petit peu un atlas photographique, donc en essayant de repérer un peu dans les alentours du projet via les photos anciennes. Donc là, on est à la fin des années 60, donc à cette période des îlots insalubres, et on voit bien différentes typologies enfin, d'immeubles, où il y a des immeubles plutôt riches, on va dire, et des immeubles plutôt construits avec des matériaux plus pauvres. Là, donc, on rue Léon-Froid. J'ai fait des comparaisons aussi. Là, on est donc 41-43 rue Léon-Froid. C'est un immeuble qui a été donc remplacé par un immeuble plus récent à la fin du XXe siècle. Donc, ouais, il y a des transformations comme ça assez importantes, mais on a aussi des immeubles comme cette maison qui se situe au bout de la rue et qui est une maison voilà, qui a gardé son volume, on va dire. Et donc, finalement, on est aussi sur une rue, enfin, sur un quartier qui conjugue en fait différents types de bâtiments. Et ici, on a un autre immeuble à côté, donc qui a été remplacé. Voilà, c'est un immeuble plutôt artisanal, on va dire, qui avait une très bonne qualité, j'imagine, mais c'est vrai que, voilà, pour des raisons aussi d'usage, de transformabilité, bah, il y a beaucoup d'immeubles comme ça qui ont été remplacés. Ici, on a juste à côté de la parcelle, donc là, on a un projet qui date de 2019 de l'agence Beckman et NTP, qui remplace une petite maison des Faubourgs par un immeuble neuf. En fait, il faut savoir que voilà, c'est des choses assez courantes quand on regarde, et assez récemment, dans l'histoire enfin, la transformation de ces quartiers-là, il y a beaucoup de maisons comme ça, des faubourgs, qui étaient remplacées, effectivement, parce que c'était plus simple aussi de construire du neuf. Et ici, on est juste en face du projet, donc c'est un projet assez intéressant dans le cadre de la recherche, parce que c'est un projet donc, de l'agence Odile Seller et Jacques Lucan. Jacques Lucan qui a fait beaucoup de recherches, notamment sur le Paris des Faubourgs. Et ici, donc c'est un bâtiment donc, qui date de 2006 et qui réinterprète justement un peu l'écriture faubourienne, mais avec des dispositifs constructifs plutôt contemporains. Voilà un certain nombre d'ouvrages sur lesquels je me suis appuyé pour mes recherches, dans lesquels j'ai extrait différents plans. Donc, c'était intéressant, je trouve, de montrer ça parce que l'immeuble juste en face du projet est un immeuble, un bâtiment de l'architecte Jacques Lucan et Odile Seller. Et, donc, lui, voilà, a mené toute une série de recherches et je me suis beaucoup appuyé là-dessus aussi pour trouver une insertion juste dans le projet. Donc voilà le projet où on voit donc un état existant et un état construit. Donc l'idée c'est aussi de trouver une insertion qui fasse que finalement on a l'impression que le bâtiment a toujours existé. Donc voilà un détail un peu de la modénature de façade. Donc d'un point de vue patrimonial, l'idée c'était certes de trouver une logique d'ensemble, mais trouver une distinction subtile aussi entre ce qui existait et ce qui est nouveau. Et donc on a repris les travées existantes des percements, on a repris les proportions des menuiseries extérieures, on a repris la proportion des hauteurs de niveau, mais on a bien tenu à distinguer un existant qui serait plutôt massif et maçonné, avec des corniches épaisses, des appuis de baies, des lignes de refend, et une surélévation qui, elle, est plutôt dans quelque chose de plutôt léger, plutôt la ligne, plutôt enfin, des traits beaucoup plus fins, avec des larmiers en zinc, qui correspond en fait au dispositif constructif du bois que je vous montrerai par la suite. Donc voilà enfin, une insertion, enfin, une photographie récente là, que j'ai prise il y a quelques jours. Et on voit bien le dialogue aussi avec le bâtiment de Jacques Lucan en face, qui est donc à gauche où j'ai tenté aussi de créer une résonance en travaillant sur ces horizontales, avec ces bandeaux filants, les corniches, les garde-corps avec des lisses horizontales aussi, ces teintes aussi, cette colorimétrie. On est certes dans des choses blancs, mais on a des nuances voilà, de gris,
Bon, c'est très léger, mais il y a aussi ce travail-là. Et le bâtiment, quand on a de l'autre côté de la rue, il a une teinte en fait qui reprend. On s'est inspiré un peu des teintes historiques de plâtré chaud, un petit peu parisien. Et finalement, par réflexion, il peut reprendre aussi un petit peu la teinte de l'ensemble où il va avoir des touches un peu plus chaleureuses. Et puis aussi l'insertion un petit peu, voilà, à l'échelle de la rue, ou quelque chose d'assez intéressant aussi dans l'insertion, c'est que certes la hauteur permettait une construction qui pouvait être potentiellement de la hauteur des bâtiments mitoyens, donc plutôt haut, mais en fait il y a quelque chose d'intéressant dans la séquence. On voit d'ailleurs tout au fond de la rue la toute petite maison que je vous avais montrée au début, et en premier plan le bâtiment de Beckman et NTP qui, qui, qui donc dessine une séquence basse plutôt blanche, lumineuse, qu'on a aussi sur un bâtiment un peu plus loin de la rue. En fait, on conjugue plusieurs séquences dans la morphologie un petit peu. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que le bâtiment s'inscrit aussi dans une logique d'ensemble. Ensuite, donc le défi structurel, donc là tout particulier, puisque le bâtiment, en fait, c'est une structure indépendante, parce qu'on ne pouvait pas se reposer sur le bâtiment existant. Le bâtiment existant est trop fragile. C'est un bâtiment, donc, comme on l'a vu, construit avec des matériaux plutôt pauvres. Et donc, il a fallu, avec cette idée de garder au maximum le bâtiment existant, construire une structure totalement autonome. Donc cette structure, en fait, pour pouvoir minimiser l'impact des éléments, donc des poteaux et des poutres, on a une sous-structure métallique qui va traverser le bâtiment existant et créer un plancher au-dessus du bâtiment pour pouvoir supporter la surélévation. Voilà, donc on voit ici une photo où on a la charpente ancienne avec sa toiture, ses chevrons et sa couverture en tuiles qu'on devine. Donc c'était une charpente et une toiture qui n'avaient pas une valeur patrimoniale particulière. Donc on a pu quelque part la déposer, mais on a bon, reconstitué une toiture dans le même esprit avec des proportions similaires. Et là on voit un petit peu voilà, la présence de ces poteaux métalliques qui sont placés de manière très très choisie, on va dire, pour limiter l'impact, parce qu'on a des accès, on a des trémies d'escalier, on a tout un tas de choses, et donc il a fallu faire des poteaux voilà, qui soient plutôt, enfin c'était vraiment un peu, je dirais pas de l'acupuncture, mais un peu dans cet esprit-là. Voilà des poteaux ici avec un contreventement, donc contre le mur la mitoyen pour le coup. Voilà, ici un autre poteau. Donc il a fallu conjuguer aussi un rythme structurel avec le rythme des travées de fenêtres. Et le rythme des travées de fenêtres, on est sur un bâtiment construit de manière organique, avec pas, c'est pas une trame rationnelle, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Donc il a fallu voilà, conjuguer tout ça. Voilà la toiture existante qui a été conservée un temps pour protéger le chantier et puis elle a été déposée progressivement, soigneusement. Voilà une fois que la toiture est déposée. Et ensuite, donc ça, c'est le plancher, donc on appelle le plancher poitrail, qui est le plancher au-dessus du bâtiment, structure métallique, bac acier, et sur lequel, c'est comme une table en fait, sur laquelle va reposer la surélévation. Voilà. Voilà, le béton, une dalle en béton armé coulée sur le plancher. Les poteaux qui sont peints avec une peinture intumescente pour protéger du feu. Donc les poteaux, en fait, enfin, ils reposent sur des micropieux qui sont coulés dans le sol et il y a un système de longrine en fait enfin, qu'on voit à peu près ici. Ce sont des poutres qui vont relier tous les poteaux entre eux au niveau du sol. Ça, c'est la machine qui permet de couler des micropieux. Donc, ça va venir forer le sol jusqu'à 8 mètres de profondeur pour couler des aiguilles de béton
sur lesquels les poteaux vont pouvoir se poser. Ça, c'est un accès qu'on a créé, un accès indépendant, pour permettre de relier les parties communes à la surélévation, parce que la surélévation, en fait, on- c'est un volume habitable complètement indépendant et accessible via cet escalier extérieur. On voit ici donc l'arrivée sur l'extérieur avec un nouvel escalier en colimaçon avec un travail de serrurerie assez fin. Et on voit sur l'axonométrie un peu le système d'accès avec un escalier à volée droite en bas à gauche vers donc un escalier en colimaçon, une petite terrasse qui est plutôt une terrasse comme un sas, comme un espace tampon plutôt calme, qui reprend un petit peu euh, les matériaux, donc c'est un grès cérame de la terrasse en contrebas, avec une végétalisation ponctuelle et un accès indépendant à cette surélévation qui, côté court, est comme une maison, en fait, posée sur le bâtiment. Voici donc le bâtiment sur lequel on va se reposer. Il y a donc le plancher béton qui est aussi fini par toute une corniche que j'ai voulu assez épaisse aussi pour marquer une différence. Elle est assez brute, hein. C'est une corniche de section carrée qui assume voilà, quelque chose assez simple. Ensuite, pour l'implantation, donc il y a tout un plan. Et là, on joue avec une structure qui va être beaucoup plus fine, avec un enjeu qui va être d'avoir aucun poteau, aucune retombée structurelle à l'intérieur du volume. Toute la structure est en périphérie. Et l'idée, ça va être de franchir ces portées et de créer comme un squelette pour pouvoir avoir des volumes les plus généreux possibles. Donc, dans un premier temps, on a sur la table, sur le bâtiment existant, des poteaux métalliques. Après, on a un plancher entre deux qui est un plancher en bois massif. C'est du bois lamellé croisé. Et puis après, voilà, donc le deuxième niveau, avec donc l'ensemble des éléments sont préfabriqués. Voilà la coupe. On voit en rouge, enfin en marron, là, toutes les interventions. Donc on voit finalement cette surélévation comme une maison posée sur le bâtiment avec des très grandes pattes, un petit peu qui rentrent dans le bâtiment existant sur le micropieux et avec ce travail de la terrasse d'accès. Voici les plans. Donc, les plans montrent voilà, une certaine flexibilité aussi à l'intérieur où j'ai voulu une partition interne qui soit la plus, enfin, la moins présente possible en essayant d'avoir aucun couloir, en tout cas à ce niveau-là. Et puis, après, on a le niveau haut. Voilà, où là, on a plutôt les chambres. Donc, en fait, c'est un seul duplex. C'est une maison, en fait. C'est une maison de 150 mètres carrés avec des espaces de vie en bas et des chambres au-dessus. Et voilà ce que ça donne structurellement. En fait, il n'y a aucun poteau à l'intérieur. On a près de 3,50 m sous plafond. Et l'idée, c'est de révéler au maximum la structure. On voit les poutres métalliques, le bois massif apparent, les fenêtres en bois. Et au-dessus, pareil, grand volume, sous-rampant, avec les deux rampants de toiture. Donc on a travaillé avec un système de portique pour avoir cet effet-là. Et là, on a près de 4 mètres sous faîtage. Et ensuite, le troisième défi, donc c'est le défi environnemental. Donc là, on va rentrer plus dans le processus de construction, les complexes d'enveloppe, les matériaux. Et donc, en fait, le défi environnemental, c'est sur plusieurs aspects. Il y a à la fois la préfabrication du projet, donc la construction, ce qu'on appelle hors site. Donc l'idée, c'est de maximiser la préfabrication de tous les éléments pour minimiser les nuisances sur le chantier, minimiser aussi la maçonnerie. Il y a pas de béton voilà, sur ce projet, quasiment pas. C'est juste des éléments qui sont montés à la grue et la structure a été montée assez rapidement. Et il y a aussi l'usage maximum du bois, donc un matériau biosourcé qui est traité à la fois dans les panneaux de façade, les planchers, l'isolation, les fenêtres.
Voilà un peu les complexes. Donc on a à gauche le complexe de toiture, donc qui sont des caissons préfabriqués avec une isolation en fibre de bois. Et à droite, on a le complexe de façade. Donc il y a une structure bois et puis il y a un système particulier de lame d'air ventilée. En fait, entre l'ossature bois et la façade, qui est constituée de... Peut-être que je peux montrer avec ma souris, ou peut-être pas. La façade, en fait, elle est légère, elle est constituée de panneaux de granulats de verre recyclés. Et entre le panneau de granulats de verre et l'ossature bois, on a une lame d'air. Ça permet notamment de favoriser le confort d'été. Donc, on va voir peut-être un peu plus la construction et les différents complexes. Donc là, on a la structure en cours de pose, on a le camion grue avec les éléments, et tout s'est fait on aurait pu faire en 2 week-ends, on a fait en 3 week-ends. En 3 fois 2 jours, on a monté toute la structure. Voilà, là on a deux niveaux, les poteaux métalliques. On voit c'est finalement une structure assez légère, enfin des poteaux plutôt fins. Et l'idée, bon, c'était vraiment un challenge, mais de d'affiner au maximum cette structure. Et ici, donc sur la structure métallique, on a les panneaux ossature bois. Donc, ils sont des panneaux voilà, épais où il y a donc déjà les cadres des baies, donc des percements. Voilà, donc ça se complète petit à petit. Ici, on est côté court, donc pareil. Là, on voit bien structure métallique principale et panneaux ossature bois. Ici, on a le système de portique qu'on voit un peu mieux au niveau de l'étage haut. Donc, c'est ces deux poutres métalliques au-dessus qui finalement voilà, ne sont pas. C'est une charpente qui n'est pas triangulée, c'est un portique. Donc, ça permet de bénéficier d'un grand volume. Donc, voilà, ça c'est assez surprenant, cette légèreté. Là, on est en cours de chantier, on a l'étage bas, on voit les contreventements métalliques à côté. Donc voilà, il a fallu conjuguer un peu structure métal et bois avec des assemblages, etc., des calages. Ici, l'étage haut avec les panneaux aussi posés en toiture. Voilà, donc l'étage haut, donc ça continue petit à petit à se monter. Là, à l'intérieur, donc là, on voit le remplissage avec l'isolant. Donc vous voyez en premier plan ces panneaux d'isolant qui sont donc de la laine de bois. Donc c'est des panneaux qui font à peu près 14 cm d'épaisseur. Donc la laine de bois, c'est à la fois plus écologique, on est sur un matériau biosourcé, renouvelable, et c'est aussi beaucoup plus agréable à poser et à travailler pour les artisans. En fait, c'est quelque chose de un peu moins nocif qu'une laine de roche ou qu'une laine de verre. Donc voilà, c'est assez surprenant aussi de voir ça. Donc là, on est en toiture, on a les différents panneaux. Il y a une géométrie aussi toute particulière à ce projet. Tout a été modélisé en fait en 3D. On a, avec l'entreprise, fait un processus qui s'affilie un petit peu au BIM. Aujourd'hui, voilà, on a tout modélisé en 3D. On a vu un petit peu la synthèse de tous les éléments. Et finalement, voilà, chaque panneau est un petit peu différent. En tout cas, en toiture, il y a une géométrie particulière. Donc voilà d'un autre angle. Ensuite, sur ces éléments-là viennent le pare-pluie, qui est une membrane noire qui va donc garantir aussi voilà, l'étanchéité de la surface. Ensuite, donc la couverture. Sur le pare-pluie, on a donc contre-lattage, voligeage. Et ensuite, il y a le zinc qui vient donc recouvrir. Donc là, on est sur un système. Bon, le zinc, c'est un matériau plutôt traditionnel. À Paris, on le voit beaucoup. C'est un zinc naturel. À Paris, on voit beaucoup des zincs qui sont faits avec euh, des, euh, des joints euh, euh,
entre les bandes, mais là on a plutôt des joints debout. En fait, c'est des joints qui sont fins. En fait, c'est simplement le zinc qui est plié entre chacune des feuilles, ce qui fait des arêtes comme ça très fines. Ici, le détail du chéneau. Ce qui était intéressant, c'est aussi pour la lecture, en fait, enfin, pour l'écriture architecturale du projet, d'essayer d'avoir tous les réseaux au maximum à l'intérieur pour qu'on ait finalement un résultat qui soit assez sobre. On a ce détail de chéneau encaissé et on a tout travaillé. Habituellement, il y a les détails techniques, c'est des tôles en aluminium, mais là j'ai voulu travailler le zinc avec le couvreur, excellent couvreur. Donc l'entreprise, c'est l'entreprise Bâtiment Bois Dragos à Montreuil. Le couvreur qui s'appelle Victor, vraiment fait un travail extraordinaire et on a pu travailler ces détails, donc notamment des ourlets. Voilà, là on a un ourlet rechassé par exemple. Un détail aussi de façade, alors ce chantier, même si on a tout modélisé en 3D, en fait, il y a plein d'ajustements qu'on a fait en cours, et c'était aussi ça qui était passionnant, et beaucoup par le dessin aussi. Donc ça, c'était, voilà, par exemple, un croquis des détails de façade, et l'idée, ça a été vraiment de voir, voilà, chacun des éléments, comment ça allait être fini, les différents appuis de baie, le recouvrement de la corniche, etc. Donc voilà, sur le pare-pluie, on a donc contre la tâche en prévision du bardage. Voilà, donc le bardage, ce sont ces panneaux-là. Donc c'est des c'est très léger, c'est des granulats de verre recyclés. Ça se travaille aussi assez facilement. Pour la manutention aussi, c'est pas mal. C'est voilà, ça se porte. Là ici, on le voit, ils sont suspendus et accrochés petit à petit. Voilà, une fois que tous les panneaux sont posés. Donc les panneaux, c'est ça en fait. Donc ça fait 1,2 mm enfin, c'est 1,2 centimètres d'épaisseur. C'est un granulat de verre. Il y a une lame d'air qu'on voit en bas à gauche là, de l'image. C'est cette lame d'air là, dont je vous parlais qui permet une ventilation en fait de la façade, notamment quand il fait très chaud. Ça permet de limiter la surchauffe. Et puis ensuite, il y a un treillis armé qui est déjà posé en prévision de l'enduit. Ça, c'est le bâtiment existant. Donc, on voit bien, là, en comparaison, la nature de façade complètement différente. Donc là, on est plutôt à la maçonnerie. On a des éléments de béton, mais en piochage, en fait, en piochant, on arrive à retrouver sur certains endroits des moellons. Et donc là, on est allé ponctuellement, petit à petit, pour essayer de reconstituer un enduit avec des propriétés le plus perspirantes possible, même si on a pas mal de béton sur certaines parties. On essaie de refaire quelque chose de plus traditionnel possible. Les menuiseries bois, donc j'ai voulu absolument qu'on ait du chêne, donc fabriqué par un artisan menuisier. Et voilà, l'idée c'est qu'à l'intérieur on puisse révéler le chêne avec une lasure très simple. Et à l'extérieur, on a une peinture en fait qui permet à la fois de protéger le bois durablement et puis de s'intégrer aussi par rapport au bâti faubourien. On a aussi certains détails, les appuis en bois, les jets d'eau en bois et notamment les intercalaires de vitrage aussi noirs qui permettent voilà, de révéler aussi un petit peu, enfin de simplifier la menuiserie, révéler la couleur, révéler le bois. Et à l'extérieur, on a travaillé sur des protections solaires. Et donc là, on a travaillé sur des dispositifs plutôt discrets, assez contemporains. Donc on a des toiles tressées avec donc des niches qui sont prévues en linteau au niveau de la surélévation. Et au niveau du bâtiment existant, on a des toiles qui sont posées euh, plutôt voilà, avec un système de protection projeté. La couverture terminée, avec la résolution de cette géométrie particulière, avec donc au niveau de la bissectrice, au niveau du toit,
le faîtage, et puis de part et d'autre des pans avec les joints debout qui se rejoignent. Voilà la toiture vue d'en haut. Côté cour, donc là on a la pose des garde-corps, on a ce travail sur la terrasse avec donc ici un enduit qu'on a voulu le plus lumineux possible parce qu'on a quand même comme vous l'avez vu sur les coupes du début, un vis-à-vis avec le bâtiment existant. Donc il a fallu aussi faire en sorte que la lumière puisse se refléter au maximum. Et là à l'intérieur, on est en train de faire donc c'est une photo toute récente, on est en train en fait de faire de l'aménagement. Et l'idée, cette photo-là, en fait, pour montrer enfin, elle montre que la structure, la construction, donc structure métallique et plancher bois, l'idée c'est de la révéler au maximum jusqu'au revêtement, au second œuvre. Donc on a tous les systèmes de distribution, de partition qui sont calés sur cette trame avec des systèmes d'éclairage qui sont plutôt dans les murs plutôt que le plafond. Voilà, l'idée c'est de révéler en fait jusqu'à la fin cette structure, cette particularité du bâtiment, cette grande hauteur et ce grand volume. Donc voilà, pour revenir un peu au dessin euh, global, donc c'est voilà, cette surélévation, ça conjugue en fait toute une série de critères techniques, structurels, patrimonial, environnemental. La question écologique aussi, la question de la durabilité, elle se traduit aussi par le fait que la structure permette en fait un usage très varié et flexible. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des grands volumes comme ça, très haut de plafond, très large, sans poteau, ça permet peut-être que ce bâtiment, il ait d'autres vies. Ça peut être du bureau, ça peut être des ateliers, etc. Et ça va participer, j'en suis persuadé, à aussi faire durer le bâtiment dans le temps. Donc voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier, donc citer la maîtrise d'ouvrage, donc BBS Corporate, maîtrise d'œuvre, donc je travaille avec BET Structure, Nipsos Design, donc Alain Sommer, BT Fluide Elfim, économiste DS2E, David Serva, et puis l'entreprise Bâtiment Bois Dragos à Montreuil. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation, pour vos présentations. Maintenant, on va aller voir les questions du chat. Alors, l'insertion peut-elle être en rupture de l'existant pour valoriser les existants? J'imagine que ça s'adresse plutôt à moi. Alors, ce que demande le PLU, c'est de prendre en compte les caractéristiques à plusieurs échelles, donc du quartier de l'îlot, des bâtiments alentours, de la séquence urbaine et puis du bâtiment existant. On peut les prendre en compte en étant en rupture. Maintenant, ce que le demande le PLU, c'est d'être bien inséré. Tout dépend de jusqu'où on va dans la rupture, je dirais. Merci. Une question pour Monsieur Souchet. Avez-vous envisagé de démolir le bâtiment à rez-de-chaussée et construire un bâtiment neuf pour un coût plus faible avec plus de mètres carrés? Oui, ça a été une option qui était sur la table au début du projet parce qu'effectivement, on a un bâtiment existant qui pose beaucoup de contraintes. Donc construit avec des matériaux fragiles, avec une trame structurelle pas rationnelle. Euh, mais il y avait aussi ce défi, on va dire, de conserver le bâtiment existant et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce que ça peut produire en fait
comme qualité, parce que si on détruisait le bâtiment existant et qu'on fait un bâtiment neuf, c'est pas du tout la même chose en termes d'architecture. On se serait retrouvé à faire des hauteurs standardisées, à devoir respecter toute une série de normes liées au bâtiment neuf qui nous auraient pas permis d'arriver au résultat qu'on a eu en gardant le bâtiment, qui est de faire deux grands volumes de 3,50 m, 4 mètres sous plafond, une structure légère. En fait, finalement, garder le bâtiment existant, c'était aussi profiter d'un potentiel inouï et tout à fait particulier. Et du coup, ça, voilà, on s'est plutôt orienté vers ça. Après, il y a aussi d'autres aspects. Au rez-de-chaussée, il y avait un restaurant, il y avait donc une activité en place. C'était pas évident. Il y a différentes lots aussi au sein de cette parcelle. Donc, on a aussi eu ce défi de travailler en milieu occupé. Donc garder le bâtiment existant, c'était aussi jouer, enfin travailler avec cette contrainte. Pour faire, pardon, pour faire suite à cette question, merci pour la passionnante présentation. Le parti pris structure bois-métal était-il un choix initial? Une structure 100% bois a-t-elle d'abord été envisagée ou pas du tout? Alors, question très intéressante. Structure bois, ça aurait été super. Euh, Sauf que on avait des contraintes liées au bâtiment existant, encore une fois. C'était comme on crée une structure indépendante, il fallait donc se fonder au travers du bâtiment existant. Et donc là, on a voulu limiter les profils, limiter les tailles de poutres, limiter les tailles de poteaux. Et ensuite, donc l'acier est plus pertinent dans ce sens-là. Ensuite, pour la surélévation, il y avait cette idée d'une structure permettant plusieurs usages. Une structure bois, si on voulait franchir plus de 7 mètres comme on le fait là, on aurait dû utiliser des profilés comme des poutres en lamellé collé de 50 centimètres d'épaisseur. On n'aurait pas eu cette, cette légèreté des profils en fait. Et donc en fait, on a utilisé les qualités de chacun des matériaux au maximum qu'on a pu. En conjuguant le bois et le métal, en fait, on a tiré le meilleur parti de chacun des matériaux. Merci beaucoup. Alors, plus un message pour Madame Loupignan. Nous souhaiterions que la ville remette en place la procédure de concertation à l'initiative de l'ABF, laquelle réunissait toutes les parties prenantes et permettait de savoir en une réunion si cela valait le coup de poursuivre ou non le projet de surélévation. Madame Hidalgo avait répondu favorablement à cette demande lors de la réunion de lancement du PLU bioclimatique, en précisant qu'il s'agissait bien d'une simplification administrative et qu'elle était nécessaire. Eh bien, je ferai remonter la demande auprès de mes supérieurs. Merci. Avez-vous de nouvelles questions concernant la surélévation? S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci aux participants qui ont du coup regardé ce webinaire et aux nouvelles personnes qui le regarderont en replay. Merci beaucoup à vous et belle soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.